En ce moment même, à travers le Midwest américain et les collines vallonnées des Appalaches, il existe une plante souvent rejetée comme une mauvaise herbe commune des bords de route qui détient un secret caché à la vue de tous. Elle produit une huile si puissante que près de 60% de son volume total est composé d'acide alpha-linolénique, l'acide gras oméga 3 essentiel que notre corps ne peut pas produire par lui-même. Pour mettre cela en perspective, cette plante produit une concentration d'acide gras oméga 3 plus élevée que les graines de lin, et elle éclipse les niveaux trouvés dans le saumon d'élevage que nous dépensons des milliards de dollars à cultiver chaque année. Pendant des milliers d'années, ce fut le moteur doré de la nutrition à travers l'Orient, alimentant le développement cognitif des empires et fournissant l'énergie propre nécessaire à la survie dans les climats montagneux rigoureux. Au milieu du XIXe siècle, elle a été introduite sur le sol américain comme une plante ornementale prisée, aimée des jardiniers victoriens pour son feuillage d'un violet royal profond et sa capacité à prospérer là où d'autres échouaient. Mais dans les années 1950, le discours a changé. Cette merveille biologique a soudainement été requalifiée d'envahisseur toxique, d'ennemi des pâturages et de menace pour les monocultures industrielles qui commençaient à engloutir le paysage américain. Pourquoi l'agriculture moderne a-t-elle tourné le dos au moteur d'oméga 3 le plus efficace de la planète ? Pourquoi notre système alimentaire a-t-il passé 70 ans à essayer d'enterrer une mine d'or nutritionnelle ? C'est ici que notre histoire commence. Cette plante, connue dans l'histoire sous le nom de plante beefsteak, est officiellement appelée Perilla. Bienvenue sur Ancestral Yields. Si vous êtes prêt à vous réapproprier les connaissances perdues de nos ancêtres, et à découvrir les super aliments qui poussent dans votre propre jardin, assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Mais pour comprendre comment cette plante est devenue un fantôme dans nos propres champs, nous devons nous pencher sur les milliers d'années qu'elle a passées en tant que véritable force vitale de la civilisation. Des preuves archéologiques provenant de campements néolithiques sur la péninsule coréenne, sur des sites comme Chulmun, révèlent des graines de Perilla carbonisées datant de 3500 avant Jésus-Christ. Cela suggère que les humains ne se contentaient pas de cueillir cette plante, ils la géraient et la sélectionnaient activement pour sa forte teneur en huile il y a 5000 ans. C'était une culture d'une utilité absolue. Les graines étaient pressées pour obtenir une huile dorée, utilisée pour la cuisine et pour les lanternes. Les tiges étaient utilisées pour la fibre et les feuilles pour la médecine. Dans les temples bouddhistes de Corée et de Chine, la périlla est devenue une pierre angulaire de la nourriture des temples. Parce que les moines suivaient un régime végétarien strict, ils avaient besoin d'une source de graisse qui pouvait fournir la satiété et le carburant cérébral nécessaire pour de longues heures de méditation et de travail. L'huile de Perilla, avec sa riche saveur de noisette, est devenue le substitut des graisses animales. Ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était un outil spirituel pour la concentration cognitive. Au-delà de la cuisine, l'huile avait des applications industrielles qui semblent relever de la science-fiction aujourd'hui. Lorsqu'elle est appliquée sur du papier, l'huile de Perilla polymérise et crée un joint imperméable. Cela en a fait le matériau principal pour les parapluies traditionnels et les fenêtres en papier huilé, agissant essentiellement comme un plastique biologique renouvelable bien avant l'invention du pétrole. Lorsque la plante a voyagé vers les États-Unis au milieu des années 1800, elle a été accueillie à bras ouverts. Les Américains de l'époque victorienne étaient fascinés par ses feuilles d'un bordeaux et d'un violet profond, et elle est devenue une vue courante dans les jardins ornementaux de l'élite. Elle était appréciée pour son apparence de beefsteak, un nom donné parce que les feuilles rouges foncées texturées ressemblaient à un morceau de viande. Pendant près d'un siècle, la Perilla a vécu comme une invitée discrète et respectée sur le sol américain, appréciée pour sa beauté et sa nature rustique. C'était une plante du peuple, facilement partagée via l'échange de graines, existant hors de portée des marchés commerciaux. Si cette plante était si essentielle à la survie humaine pendant 5 millénaires, comment est-elle passée d'une huile de temple sacrée à un ennemi ciblé de l'État ? Cela a commencé au milieu du XXe siècle, et ce n'était pas un accident. Après la Seconde Guerre mondiale, le paysage agricole américain a subi une réorganisation massive. L'attention s'est déplacée vers les monocultures mécanisées, à grande échelle, de soja et de maïs. Ces cultures étaient idéales pour le système alimentaire industriel naissant
car elles pouvaient être récoltées par des moissonneuses-batteuses massives et étaient compatibles avec la nouvelle ère des herbicides à large spectre. La périlla, étant une plante à pollinisation libre qui prospère dans les marges et refuse de pousser en rangées nettes et prévisibles, était mal adaptée au modèle de l'agriculture industrielle. Dans les années 1950 et 1960, les bureaux de vulgarisation agricole ont commencé à étiqueter la périlla comme une mauvaise herbe nocive. La principale justification était la présence d'un composé appelé cétone de périlla. Des recherches publiées dans des revues telles que Veterinary and Human Toxicology dans les années 1980 ont montré que lorsque le bétail broute de grandes quantités de périlla dans un pâturage sec, la cétone peut provoquer un syndrome de détresse respiratoire aiguë, également appelé œdème pulmonaire. Bien qu'il s'agisse d'une préoccupation légitime pour les éleveurs de bétail, la nuance scientifique s'est perdue dans les messages publics. Au lieu d'éduquer les agriculteurs sur la gestion des pâturages, l'USDA et les agences locales ont qualifié l'espèce entière de ravageur toxique qui devait être éradiqué avec des pulvérisations chimiques. En définissant la périlla comme une mauvaise herbe dangereuse, la voie a été dégagée pour la domination de l'industrie de l'huile de soja. L'huile de périlla est une source supérieure d'oméga 3, mais elle est beaucoup plus difficile à traiter à l'échelle industrielle mondiale car elle est très réactive et a une durée de conservation plus courte dans des bouteilles en plastique transparent. L'huile de soja, bien que de qualité nutritionnelle inférieure, est chimiquement stable et largement plus rentable pour les transformateurs à grande échelle comme ADM et Cargill. Nous avons échangé une huile de style pérenne à haute performance contre une huile industrielle à faible performance parce que cette dernière était plus facile à contrôler, à breveter et à expédier à travers le monde. Mais la science soutient-elle réellement les affirmations des ancêtres, ou n'était-ce que du folklore ? Lorsque nous examinons les données brutes, la densité nutritionnelle de la périlla est presque stupéfiante. 100 g de graines de périlla, soit environ 3 onces et demie, contiennent approximativement 35 à 45 g d'huile totale. Dans cette huile, la concentration d'acide alpha-linolénique, ou ALA, varie constamment entre 54 et 64 %. Si vous deviez consommer seulement 100 g de ces graines, vous ingéreriez environ 25 g d'ALA. Dans les années 1990, le docteur Artemis Simopoulos, une autorité de premier plan sur les acides gras oméga 3, a commencé à souligner le déséquilibre massif dans le régime alimentaire occidental moderne. Nous sommes inondés d'huile oméga 6 provenant du maïs et du soja, qui favorisent l'inflammation chronique, tandis que nos niveaux d'oméga 3 ont chuté. Ce déséquilibre est lié à tout, des maladies cardiaques au déclin cognitif. La périlla était le correctif naturel à ce problème. La recherche moderne considère maintenant l'huile de périlla comme un traitement potentiel pour l'asthme et les maladies inflammatoires de l'intestin. Une étude publiée dans la revue Oriental Pharmacy and Experimental Medicine en 2011 a souligné que le profil unique d'acide gras de l'huile de périlla peut réellement modifier la composition lipidique de nos membranes cellulaires, les rendant plus résistantes au stress oxydatif. Ce n'est pas juste une garniture sur une assiette de sushi. C'est un bouclier biologique. Mais parce que la périlla est une plante à pollinisation libre que n'importe qui peut cultiver pour le coût d'un paquet de graines de 3 $, il n'y a aucune incitation pour l'industrie pharmaceutique à financer les essais humains massifs requis pour l'approbation formelle des médicaments par la FDA. Elle reste dans l'ombre des suppléments, victime de sa propre accessibilité. Mais les feuilles de la plante de périlla sont un laboratoire pharmaceutique à part entière. Elles sont l'une des sources naturelles les plus concentrées d'acide rosmarinique, un polyphénol qui inhibe de manière significative les symptômes des allergies saisonnières en bloquant les leucotriènes inflammatoires. De plus, les feuilles contiennent du périaldéhyde, un puissant agent antimicrobien. La recherche a confirmé que le périaldéhyde est efficace pour neutraliser des agents pathogènes d'origine alimentaire spécifique, y compris le staphylocoque doré. 100 g de feuilles fraîches fournissent environ 500 mg de potassium et des quantités substantielles de vitamine C et de bêta-carotène. Fait crucial, lorsque nous comparons la périlla à un aliment diététique standard comme les épinards, un avantage majeur émerge. Les épinards sont célèbres pour leur fer, mais ils sont également chargés d'oxalates, des composés qui peuvent contribuer aux calculs rénaux et bloquer l'absorption des minéraux.
La recherche indique que les feuilles de périlla ont une teneur en oxalate significativement plus faible que les épinards. Cela signifie que le calcium et le magnésium de la périlla sont plus biodisponibles, permettant à votre corps d'utiliser réellement les nutriments au lieu de les voir liés par des toxines végétales. C'est un carburant plus propre et plus efficace pour le corps humain. Cependant, même les superaliments les plus puissants nécessitent de la prudence. Bien que la périlla soit un titan nutritionnel, il y a des individus qui devraient faire preuve de prudence. Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, il n'y a actuellement pas suffisamment de données cliniques concernant une consommation élevée et vous devriez consulter un professionnel de la santé. De plus, parce que la périlla peut avoir un léger effet sédatif chez certaines personnes, celles qui prennent actuellement des médicaments sédatifs ou qui subissent une intervention chirurgicale doivent être conscientes qu'elle peut amplifier les effets de ces médicaments. Avec un profil nutritionnel aussi puissant, la question devient alors: comment arrêter de traiter cela comme une mauvaise herbe et commencer à la cultiver comme un aliment de base dans nos propres jardins? Si vous voulez ramener ce pouvoir dans votre vie, vous avez juste besoin d'un petit lopin de terre et d'un peu de soleil. La périlla est incroyablement rustique, s'épanouissant dans les zones de rusticité de l'USDA de 4 à 10. C'est un membre de la famille de la menthe, ce qui signifie qu'elle a une tige carrée et une farouche volonté de vivre. Elle prospère dans les sols perturbés et est l'un des rares superaliments qui préfère en fait l'ombre partielle, ce qui la rend parfaite pour ces coins de votre cour où vos tomates et vos poivrons semblent toujours lutter. Parce que les graines de périlla ont une viabilité relativement courte, il est essentiel d'obtenir des graines fraîches auprès de sources réputées. Je recommande de regarder du côté de Kitazawa Seed Company ou de True Leaf Market. Une fois que vous avez vos graines, la méthode infaillible pour la culture est le semis d'automne. Dans la nature, la périlla laisse tomber ses graines à l'automne et elle reste dans le sol froid tout l'hiver, un processus appelé stratification à froid. Dispersez simplement vos graines à la surface du sol à la fin de l'automne et pressez-les légèrement. Ne les enterrez pas profondément. Elles ont besoin d'un peu de lumière pour se réveiller au printemps. Lorsque le sol se réchauffe fin avril ou en mai, elles surgiront comme un tapis violet luxuriant. Pour maximiser l'acide rosmarinique anti-inflammatoire et le périaldéhyde volatile, récoltez les feuilles en milieu de matinée, juste après l'évaporation de la rosée, mais avant que le soleil de midi ne commence à dissiper les huiles essentielles. Les feuilles peuvent être utilisées fraîches dans des salades où leur faible teneur en oxalate vous aide à absorber les minéraux, ou elles peuvent être fermentées dans une saumure à base de soja, une méthode coréenne traditionnelle qui préserve les polyphénols médicinaux pendant des mois. La véritable récompense énergétique, cependant, réside dans les graines elles-mêmes. Une fois que les épis floraux deviennent cassants et brun doré à la fin de l'automne, récoltez les graines par battage, en frappant simplement les épis séchés au-dessus d'un seau, puis en vannant les enveloppes légères au vent. Pour transformer ces minuscules graines denses en huile en or liquide, utilisez une presse domestique en acier inoxydable. Contrairement aux traitements industriels qui utilisent des solvants chimiques et une chaleur élevée, une presse à froid domestique maintient la température en dessous de 120 degrés Fahrenheit, soit environ 50 degrés Celsius. C'est essentiel car l'acide alpha-linolénique de la périlla est très sensible à la chaleur. Une fois qu'il atteint son point de fumée, ces fragiles liaisons oméga 3 se brisent, transformant une huile curative en une huile pro-inflammatoire. 1 kg de graines séchées, soit environ 2,2 livres, donnera généralement 350 à 450 ml d'huile, soit environ 12 à 15 onces. Cette huile fraîche pressée à froid doit être stockée immédiatement dans des bouteilles en verre foncé et conservée au réfrigérateur car sa grande puissance la rend sujette à une oxydation rapide. Dans la cuisine, cette huile n'est jamais utilisée pour la friture à haute température. Au lieu de cela, elle est utilisée comme huile de finition, arrosée sur des céréales ou des légumes chauds pour préserver l'intégrité structurelle des graisses qui ont alimenté les moines et les empereurs du passé. En ce moment même, alors que les chaînes d'approvisionnement mondiales deviennent plus fragiles et que la qualité de nos huiles industrielles continue de décliner, la plante de périlla se dresse comme une sentinelle silencieuse de l'autosuffisance. Elle offre la source la plus concentrée au monde d'oméga 3 d'origine végétale, une défense naturelle contre l'épidémie moderne d'allergies et un ajout magnifique et résilient
à n'importe quel jardin. Tout cela pour le prix d'un entretien nul. On nous a appris à appeler cette plante une mauvaise herbe parce qu'une mauvaise herbe est simplement une plante dont les vertus ont été supprimées au profit d'une alternative plus rentable. Planter de la périlla est un choix pour nourrir votre cerveau et votre corps avec un carburant qui n'a pas été traité, blanchi ou désodorisé dans une usine. C'est le choix de se réapproprier une partie de notre histoire humaine commune. Si vous avez trouvé cette plongée en profondeur précieuse, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de voir son jardin sous un nouveau jour. Abonnez-vous à Ancestral Yields pour plus d'histoires sur les cultures que le temps a oubliées. À bientôt dans le jardin.